a été réceptionné ce matin par le ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidjo, en présence de plusieurs hauts gradés des forces de défense et de sécurité. D'autres précisions avec Gérard Ablaziz et Haman Seng. Améliorer les conditions de travail de son personnel, tel est l'objectif visé par le ministère de la Défense nationale en sollicitant auprès du ministère des Finances les 75 millions de francs CFA qui ont servi à la construction de ce bâtiment d'une capacité de 13 bureaux et d'une salle de réunion. Les travaux de réalisation de cette infrastructure qui comporte des parkings tout autour ont été exécutés par des agents du ministère de la Défense nationale en 6 mois seulement. Le ministre de la Défense nationale a saisi l'opportunité pour saluer les concernés pour la qualité du travail qu'ils ont accompli dans un délai court. Nous devons la réalisation de cet ouvrage aux efforts d'une équipe qui nous a prouvé que la conviction et la volonté sont les clés de toute réussite. C'est donc pour moi l'occasion d'adresser mes vives félicitations à tous les agents du ministère de la Défense nationale en général. Et je voudrais plus particulièrement féliciter et encourager le directeur des domaines infrastructures et matériel militaire par intérim, le capitaine Idé Seyni, qui est la cheville ouvrière de ce résultat. Pour résorber définitivement le problème d'hébergement de son personnel, le ministère de la Défense nationale construira au même endroit un autre bâtiment d'une plus grande capacité. Je profite aussi de cet instant pour annoncer que dans notre quête quotidienne de mettre les militaires dans les meilleures conditions de travail conformément au programme de la renaissance du président de la République qui est chef suprême des armées, et surtout très satisfait du résultat auquel nous sommes parvenus avec le coup d'essai que représente ce nouveau bâtiment. Nous avons déjà élaboré un plan de construction de notre bâtiment, cette fois-ci un R+3, sur ce même site-là. Il faut noter que depuis sa création en 1965, le ministère de la Défense nationale, faute d'avoir ses propres locaux, occupe une aile du ministère de l'Intérieur. Le problème d'exécuter de ces locaux s'est posé avec encore plus d'acuité depuis qu'il est passé de 6 à 14 directions. Rendons-nous à Zender pour signaler la fin hier après-midi du forum ACTN-UNFPA. Des recommandations et résolutions ont sanctionné la fin des travaux. Compte rendu Moustapha Bouchi et Lawal Papale. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants au forum Association des chefs traditionnels du Niger, UNFPA, ont formulé des recommandations et résolutions lues ici par le chef de canton de Maïné-Soroa. À l'endroit défini, organiser des sessions de renforcement des capacités des chefs traditionnels sur la gestion axée sur les résultats de les normes et procédures définies. 2. Renforcer l'appui technique et financier de l'ACTN. 3. Renforcer les capacités des chefs traditionnels sur les audits des décès maternels. À l'endroit de l'État, combler les vides juridiques à travers la réglementation de la loi sur les mariages et celle sur les violences basées sur les genres. 2. Renforcer les séances d'audience foraine pour l'établissement des actes d'état civil. 3. Créer des infrastructures de santé et de l'éducation en qualité et en quantité suffisante. Résolution. Nous, chefs traditionnels du Niger, réunis à Zender le 9 et 10 décembre 2013, dans le cadre du forum ACTN-FINIA, réitérons notre engagement de soutenir FINIA dans ses efforts pour lutter contre la mortalité maternelle, lutte contre les mariages précoces et la maîtrise de la croissance démographique. La représentante de l'UNFPI, Mme Monique Kileska, a saisi cette occasion pour dire que toute politique de développement ne peut servir durablement l'intérêt des communautés que si elle prend en compte ses traditions, ses us et coutumes dont les chefs traditionnels sont les légitimes dépositaires, d'où cet appel en action. En défendant les droits des populations à la santé, à l'éducation et à la protection, vous êtes en train d'enraciner les valeurs humaines les plus nobles dont vous êtes les gardiens de la société nigérienne. Et en interpellant les pouvoirs publics à assumer leurs obligations, notamment en investissant plus de ressources
dans les services sociaux au profit des populations, vous remplissez véritablement votre rôle de chef traditionnel dans la consolidation de l'état de droit. Sur cette voie, l'UNFPA, en tant que votre partenaire, sera inconditionnellement à vos côtés. Quant au président de l'association des chefs traditionnels du Niger, Elhadji Abdou Bala Marafa, très réconforté du déroulement des travaux et des enseignements tirés, a exprimé toute la détermination et l'engagement de l'ACN à apporter dans les zones sédentaires aussi bien que nomades le message de la paix, de la tolérance et du pardon, ainsi que celui de la santé, de la reproduction, les droits des femmes et des enfants, l'interrelation croissance démographique et sécurité alimentaire, les avantages du planning familial, etc. Notons aussi qu'une fatia a été dite pour le repos des âmes de tous les chefs traditionnels rappelés à Dieu. Ouverture vendredi dernier d'un atelier de sensibilisation des parlementaires, notamment ceux de la Commission des affaires sociales et culturelles, sur la vulgarisation de la politique nationale de la protection sociale. Cet atelier est une initiative du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Détail, Sekinatu Abdou. Organisé par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, cet atelier est destiné aux parlementaires de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Et cela en vue de les sensibiliser pour une meilleure vulgarisation de la politique nationale de la protection sociale. Je me félicite de l'engagement manifeste du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et des partenaires à œuvrer pour asseoir un cadre propice à l'émergence de cet outil de protection sociale. Chers participants, le choix du public cible, à savoir les députés, en particulier ceux de la Commission des affaires sociales et culturelles, est assurément tout à fait bien indiqué. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur de cabinet de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rappelé les objectifs de cette rencontre. En effet, l'objectif de cet atelier est de vous outiller en tant qu'élu du peuple, afin de mieux vous approprier et appréhender les concepts et l'importance de la mise en œuvre de cette politique dans notre pays. Mon département ministériel, en charge des questions de protection sociale, a pour ambition de faire de la protection sociale dans notre pays une véritable locomotive du développement économique et social, permettant à tous les citoyens de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux tels que prescrits dans la Constitution du 25 novembre 2010 pour que l'État de droit règne, l'économie prospère et pour que le niveau de bien-être de la population en général soit amélioré. Cet atelier qui se tient après l'adoption en 2011 par le gouvernement nigérien d'une politique nationale de protection sociale et l'organisation d'un forum sur la question a permis aux parlementaires d'être mieux outillés sur les mesures et mécanismes appropriés pour une meilleure vulgarisation de cette politique nationale de protection sociale. Le ministre en charge des sports a reçu le président de la Fédération nigérienne de volleyball qui lui a présenté le trophée reçu à Kigali au Rwanda lors de la réunion de la Confédération africaine de volleyball déroulée du 7 au 9 décembre dernier. À cette occasion, le ministre a réitéré le soutien de son ministère à la FENI Volley. Le résumé de Salamatou Amadou Chibou et Moussa Nouma. Je tenais à vous présenter le trophée qu'on a reçu lors du congrès de Kigali du 7 au 9 décembre dernier, où nous avons été choisis par la Confédération africaine pour l'une des fédérations la plus active et surtout pour tous les résultats obtenus durant ces dernières années. Donc c'est un honneur pour moi et à l'ensemble de mon bureau exécutif et la direction technique de vous présenter ce trophée et vous remercier pour tous les efforts et tous les appuis que vous nous avez apportés pour l'accomplissement de cette réussite. En recevant le trophée, le ministre en charge des sports a expliqué que Youssouf Badr, le président de la FENI Volley, le mérite. Car depuis qu'il est à la tête de cette fédération, elle est devenue l'une des fédérations sportives qui donne toujours de bons résultats. La Fédération nigérienne de volleyball nous honore donc avec ce trophée qu'elle vient de recevoir, pas au Niger mais à l'international.
Cela dénote tout simplement que le Niger regorge de qualité, que le monde associatif nigérien donc, est un monde bien organisé, puisque choisi parmi tant d'associations africaines, avoir un trophée et être primé, je pense que c'est une très bonne chose. Sur le plan national, la Fédération nigérienne de volleyball fait partie en tout cas des fédérations sur lesquelles en tout cas le ministère s'appuie pour démontrer les résultats auxquels il parvient. C'est une fédération qui donne des résultats et que c'est une fédération qui, à l'heure où je parle, est en train de se préparer activement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de volleyball. Bientôt, cette fédération sera mise au vert et aura un stage international avec un pays ami, dans un pays ami, pour pouvoir préparer donc ces compétitions-là qui auront lieu, je pense, en Tunisie. Alors, le ministère le fait parce que le ministère est convaincu que ceux qui ont la bonne volonté, il faut les accompagner. Le ministre Abdelkarim Damala a aussi apprécié les réformes entreprises à la FENI Volley avec le développement à la base et a assuré du soutien sans faille de son ministère pour les échéances prochaines comme les préparatifs des éliminatoires du mondial de volleyball. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ider Adamou, a rencontré cet après-midi les nouveaux préfets récemment nommés lors du dernier Conseil des ministres. Des consignes pour une bonne gestion administrative et l'accomplissement de leur mission étaient au centre de la rencontre. Une initiative des autorités de tutelle suivant Ider Adamou. Avant de prendre fonction, il est tout à fait normal au niveau du ministère qu'on puisse les rassembler pour leur donner en tout cas quelques directives et surtout quelques instruments pour les permettre d'être aptes en tout cas à assumer les responsabilités. Nous avons appelé un certain nombre de responsables. Vous savez, le préfet, son principe, il a 2 rôles ou 3 rôles principaux. Le premier, c'est le contrôle de la légalité. Donc nous allons leur dire de quoi il s'agit, pour qu'ils puissent être amusés parce que c'est eux qui contrôlent les actes des maires. Donc il faudrait déjà, comme ils sont nouveaux, qu'ils aient quelques rudiments avant de partir. Et deuxièmement aussi, dans le cadre sécuritaire, ils ont un grand rôle, vous savez, avec les patrouilles départementales qui sont gérées par le préfet. Tout ça, il faut les entretenir pour que déjà, avant de partir, qu'il y ait quelques éléments pour leur permettre d'assumer la responsabilité. Est-ce que ces genres de rencontres sont des rencontres de routine ou bien c'est une initiative des autorités de la 7e République? C'est une initiative des autorités de la 7e République et pour vous dire même, là, on le fait l'année prochaine, ou plus tard le mois de février. Nous allons même les réunir maintenant pour 3 ou 4 jours pour davantage renforcer leurs capacités. Est-ce que vous allez nous donner, entre autres commissions également, de mieux suivre les différents chantiers du programme de renaissance du président de la République? Tout à fait, ça fait partie des points de l'ordre du jour. Effectivement, il faudrait déjà débriefer sur tout cela pour permettre en tout cas de suivre le développement au niveau des départements. Quant au secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage, il a présidé du 7 au 8 décembre dernier la 9e édition de la fête annuelle des éleveurs de Ego. Le thème retenu cette année est conflits ruraux et vulnérabilité des pasteurs. Quelle responsabilité? L'éclat de cette fête a été rehaussé par le secrétaire général adjoint du gouvernorat, Gandou Zakara. L'édition 2013, tout comme les précédentes, est un véritable forum d'échange et d'opportunités pour informer, sensibiliser, voire solutionner les problèmes et apporter plusieurs autres formes d'appui à ces populations nomades et à leurs animaux. Ego, faut-il le dire, innove cette année en élargissant en quantité et en qualité le nombre des participants avec l'invitation des acteurs venant du Mali et des États du Nigeria voisins comme Katsina, Kebbi et Sokoto. Pour Ego, Arène permet à tous ces acteurs de faire le tour et le contour des préoccupations qui minent la vie quotidienne des éleveurs. Aussi, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger reconnaît-elle tous les efforts et la volonté politique des autorités de la 7e République à sécuriser les ressources pastorales et attend vivement l'application effective des textes qui régissent le pastoralisme. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage, la fête de Ego constitue l'une des plus grandes manifestations annuelles auxquelles son département ministériel accorde une attention particulière, car regroupant une importante frange des acteurs du développement de l'élevage.
Dr Abouba Seydou a rappelé le contexte de la présente édition qui est marquée par une situation pastorale satisfaisante tant sur l'ensemble du pays qu'au niveau du département de Bermo. Il a aussi appelé au respect des lois lors des transhumances transfrontalières régissant le pastoralisme dans les pays hôtes. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région, Amadou Babalé, et le président du conseil régional, Paté Bala, ont aussi déploré le déficit fourrager d'environ 1 million de tonnes de matière sèche, et ce, malgré l'excédent de 207 000 tonnes enregistré cette année dans les départements de Bermo et d'Akoro, mettant du coup en insécurité alimentaire 37% du cheptel de la région. Le maire de la commune Oumarou Mala et le secrétaire général de la préfecture de Bermo ont eux déploré plusieurs cas de feux de brousse qui ont occasionné des pertes de 30 000 hectares de pâturage et de biens matériels dans cette zone pastorale. Les membres des délégations étrangères venus du Mali, des États du Katsina, de Sokoto et de Kébi, du Nigeria voisin, sont aussi intervenus pour saluer la tenue d'un tel forum enrichi par des contributions des uns et des autres. Ils ont aussi émis le vœu de voir le comité d'organisation envoyer à l'avenir des invitations au nom des États pour une représentation conséquente à ce grand rassemblement du donner et du recevoir dont le thème est cette année « Conflits ruraux et vulnérabilité des pasteurs, quelle responsabilité ?» Un thème qui a d'ailleurs fait l'objet d'un grand forum. 2 jours durant, les participants ont exploré les forces et les faiblesses du pastoralisme au Sahel et au Niger en particulier, ainsi que les pratiques qui alimentent les conflits. Réflexions et débats qui ont permis de situer les responsabilités et de proposer des solutions durables. Cette fête s'est donc déroulée sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara. Retour à Niamey où la ministre déléguée au développement industriel, Mme Kafareketou Christelle Jakou, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la restriction et la mise à niveau des entreprises industrielles. L'atelier a été organisé par le Bureau de restriction et de mise à niveau des industries. Compte rendu, Mahmoudou Idrissa Maïga et Issoufou Nouma. Ils étaient nombreux, les chefs d'entreprise qui ont pris part à cet atelier d'information et de sensibilisation organisé par le Bureau de restriction et de mise à niveau de l'industrie du Niger, conformément aux normes de l'espace UEMOA et du programme national en la matière dont le Niger s'est doté depuis 2011. L'objectif de ce programme est d'améliorer la compétitivité des entreprises industrielles dans l'espace UEMOA. C'est pour donc évaluer la mise en œuvre de ce programme et imprégner davantage les chefs d'entreprise et industriels que cet atelier a été organisé. La ministre déléguée au développement de l'industrie, Mme Kafareketou Christelle Jakou, a décliné les principales réalisations faites au cours de cette phase pilote du programme dont l'exécution est appuyée par l'Union européenne. Cet atelier nous permettra de prendre connaissance des principales réalisations de ce programme à la suite de l'évaluation menée par la commission de l'UMOA au cours de cette année. D'ores et déjà, il me plaît de vous rappeler que le processus a permis de faire le diagnostic stratégique de 10 entreprises dans notre pays et de valider 9 plans, dont 8 dédiés à la mise à niveau et 1 concernant la restructuration. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans, plusieurs actions immatérielles ont été menées au niveau des entreprises bénéficiaires. Il s'agit notamment de l'organisation, de la production, la mise en place de la comptabilité analytique, l'élaboration des manuels de procédures administratives, financières et comptables, la mise en place de bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, l'élaboration d'un plan de maintenance et la formation du personnel. La réalisation des investissements matériels contenus dans ces plans a permis à 4 de nos entreprises de bénéficier d'une prime conséquente de la part de la commission de l'UMOA. La ministre a poursuivi en détaillant les perspectives du programme pour les années à venir. Elle a remercié la délégation de l'Union européenne qui soutient financièrement le programme et grâce à qui cet atelier est organisé. La ministre a enfin réitéré l'engagement de son département ministériel à accompagner ce programme et à travailler sans relâche pour le développement du secteur privé. Rencontre ce matin à Niamey de la coalition nigérienne des droits de l'enfant avec le comité des experts africains sur le droit et le bien-être de l'enfant. Cette rencontre a servi de cadre d'échange et de discours sur la problématique du droit de l'enfant au Niger. Compte rendu
Joari Isiaka et Youssouf Samaïla. Cet engagement renouvelé des acteurs qui sont les médias et les leaders religieux prêcheurs est le fruit des échanges fructueux, le partage des informations et des connaissances sur le problème de la fistule obstétricale et la nécessité de poursuivre ce noble combat contre ce fléau. Il s'agit notamment de poursuivre les activités de communication, de prêche, d'information et de sensibilisation des populations afin de promouvoir les consultations prénatales et les accouchements assistés par un personnel qualifié, ce qui sans nul doute permettra de réduire au maximum le taux de prévalence de la fistule obstétricale, en un mot, promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. En effet, la maternité centrale de Zender mène depuis plusieurs années des activités relatives à la prise en charge des femmes victimes de la fistule obstétricale. Et cette institution demeure aujourd'hui une référence en matière de prise en charge des accouchements et notamment des complications y afférentes. De 1998 à 2013, plus de 1500 femmes victimes de la fistule obstétricale ont été traitées au niveau de cette institution. Plus de 80% d'entre elles sont totalement guéries, Dieu merci, et ont repris leur vie conjugale normale. Parmi ces femmes, beaucoup sont revenus pour des accouchements, faisant ainsi la fierté de leur famille. La lutte contre la fistule obstétricale constitue, pour les autorités actuelles de notre pays, au premier rang duquel son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, une des priorités du gouvernement. C'est dans ce sens que la première dame, marraine de lutte contre la fistule obstétricale, a financé cette réunion de plaidoyer, car pour assurer des soins de santé et de qualité, il faut créer des conditions nécessaires à cette fin. À noter enfin que les autorités, les médias et les leaders religieux ont visité les centres d'accueil et de réinsertion des femmes victimes de la fistule obstétricale pour exprimer leur solidarité avec les malades. Ouverture ce mercredi à Kankandi, dans la région de Dosso, d'un atelier sur les techniques d'enregistrement des pièces d'état civil. Cette formation de 2 jours est financée par le projet d'appui à la mise en place des entités décentralisées PAMED 2. Compte rendu Ousmane Abdou et Habibou Bakou. Cet atelier tenu à Kankandi dans le département de Boboy a regroupé 44 préposés aux écritures des centres de déclaration des villages et des formations sanitaires des communes de la zone d'intervention du projet d'appui à la mise en place des entités décentralisées PAMED 2. En procédant à l'ouverture de cette formation, le préfet sortant du département de Boboy, Ali Mustafa, a salué les partenaires qui se déploient pour contribuer à l'atteinte des objectifs assignés par le gouvernement dans le document de politique nationale de l'état civil. Le PAMED a décidé d'accompagner l'État dans ses efforts de protection des droits à la citoyenneté. Ali Mustafa a aussi rappelé que l'enregistrement des faits d'état civil constitue un élément très important dans la matérialisation des droits de l'individu, surtout dans un contexte d'état de droit. Cette rencontre de Kankandi permettra le renforcement des capacités des agents des centres de déclaration afin de les rendre plus fonctionnels. Cet atelier vise à renforcer les capacités de ces 44 agents, notamment en ce qui concerne la connaissance des textes qui régissent l'état civil, notamment la loi 2007-030 du 3 décembre 2007 et son décret d'application. Et ça vise aussi encore à amener ces agents à bien tenir les supports et à bien enregistrer les événements d'état civil intervenant de leur ressort dans le délai. Un autre objectif, ça permet en tout cas de connaître aussi certains changements apportés par la réforme de 2007 en ce qui concerne les délais, en ce qui concerne l'obligation d'enregistrer pour eux, c'est de les amener à connaître leur degré de responsabilité et leur degré de rôle. Le rôle qu'ils auront à jouer valablement
pour que le système à leur niveau puisse bien marcher. Signalons que le département de Boboï dispose de 269 centres de déclaration. Rencontre ce matin à Niamey de la coalition nigérienne des droits de l'enfant avec le comité des experts africains sur le droit et le bien-être de l'enfant. Cette rencontre a servi de cadre d'échange et de discussion sur la problématique du droit de l'enfant au Niger. Compte rendu Jouari Isiaka et Issoufou Samaïla. Les acteurs de la société civile, les organisations nationales qui œuvrent pour la protection de l'enfant regroupés au sein du CONIDE, Coalition nigérienne des droits de l'enfant, le comité de jeunesse et les structures étatiques concernées ont débattu avec les experts du comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant de la problématique des droits de l'enfant au Niger. Le président du CONIDE a salué cette initiative. Ce matin, l'honneur revient donc à la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant et à ses partenaires de recevoir donc cette mission. C'est pour vous dire, Madame la vice-présidente, comme le président du cadre consultatif des enfants et les jeunes l'ont dit, beaucoup d'efforts ont été faits, mais je crois également que beaucoup d'autres efforts restent également à fournir. Aujourd'hui, nous sommes face au fléau de l'insécurité. Hier et aujourd'hui, c'est encore la migration des enfants et des femmes, toutes choses qui sont à notre avis inadmissibles et pour lesquelles nous estimons que votre arrivée certainement permettra également de mettre ces questions sur l'agenda de nos hommes politiques. Le Niger a une particularité en matière de population. Plus de 56% de notre population a moins de 18 ans. Quelque part, nous pouvons dire que c'est une force, mais de l'autre côté, nous pouvons également avoir des risques, ce que j'appellerais péril à la demeure, si rien n'est fait effectivement pour que cette frange de la population puisse être encadrée, puisse être éduquée, mais également protégée. Les experts africains composés de la vice-présidente du comité, qui est de nationalité algérienne, d'une rwandaise et d'un burkinabé sont là pour apporter leur expérience et expertise en matière des droits de l'enfant. Concernant notre mission au Niger, le Niger, et en cela nous remercions l'État du Niger qui a donné, conformément aux engagements, parce que quand un pays signe et ratifie une charte, il est soumis à un certain nombre d'engagements, dont celui de remettre des rapports régulièrement. Le Niger a remis son rapport déjà en 2011, c'était la 18e session à Alger, une importante délégation nigérienne est venue, nous avons étudié ce rapport. Alors comment ça se passe? Quand nous étudions ce rapport, nous faisons à la suite de la lecture de ce rapport une série de recommandations que nous mettons à la disposition du gouvernement nigérien, enfin de l'État parti. Cette réunion s'est tenue grâce à l'appui de Plan Niger et le président de la coalition nigérienne des droits de l'enfant a tenu à remercier Plan Niger pour cette action devant le comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant. Le ministère des enseignements secondaires, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et ses partenaires, organise une campagne de sensibilisation sur le dépistage volontaire du VIH-Sida en milieu scolaire. À cette occasion, une conférence-débat a été animée à l'intention des jeunes afin de leur faire comprendre le danger de la maladie. La synthèse avec Salamat Mohamed Rabiou et Mohamed Adam. Cette sensibilisation de dépistage volontaire du VIH est organisée à l'intention des jeunes scolaires afin de leur faire comprendre les dangers de la maladie. Nous avons choisi la sensibilisation en milieu scolaire parce que c'est le slogan qui est retenu cette année dans le cadre des manifestations de la Journée mondiale du sida ici au Niger. Donc, il y a un objectif mondial qui est d'atteindre 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au sida d'ici 2015. Et nous sommes en train de nous aligner sur cette thématique-là. C'est pour ça que nous voulons ici pousser les jeunes à aller se faire dépister pour connaître leur statut sérologique parce que ça entre dans le cadre de la prévention du sida. Le premier dépistage qu'on a organisé avec l'Organisation mondiale de la santé, donc au lycée municipal, nous avons dépisté environ 400 élèves et on n'a eu aucun cas positif. Je pense que les actions de sensibilisation que nous menons en direction des jeunes est en train de porter ses fruits. Se faire dépister, c'est savoir son statut sérologique, ont indiqué les jeunes élèves qui se sont fait dépister.
Il lance un appel aux autres à emboîter leurs pas. Être dépisté pour moi c'est vraiment un acte de bravoure, car aujourd'hui on ne sait jamais. Le sida c'est une maladie qui tue, une maladie contagieuse. On peut prendre le sida par plusieurs moyens, par plusieurs voies, à savoir la voie transmissible de la mère à l'enfant et la voie par les objets, c'est-à-dire les métaux. Par plusieurs voies on peut prendre le sida. Donc vaut mieux se dépister. Bon, je les appelle à venir se dépister. C'est une bonne chose de savoir si on est atteint du VIH ou pas. Sauvegarder la santé de la jeunesse est important, surtout dans un pays dont la majorité de la population est composée de jeunes. Le programme d'appui à la société civile PASOK 2 a procédé ce mercredi à Zender au lancement de l'appel à proposition régionale au bénéfice des organisations des jeunes et des femmes sur les droits humains, fondamentaux et citoyenneté. Pour plus de précisions, suivant le coordinateur du PASOK 2. Le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques nigériens à but non lucratif au processus de développement du pays et plus particulièrement d'améliorer la capacité des acteurs non étatiques à participer à l'élaboration des politiques publiques de réduction de la pauvreté et au suivi de leur mise en œuvre au profit des populations vulnérables, surtout les femmes et les jeunes. Le PASOK 2 lance un appel à proposition régionale pour financer par le biais des micro-subventions des projets soumis par des organisations communautaires de base des jeunes et des femmes au bénéfice des jeunes et des femmes dans les 4 régions, c'est-à-dire Agadez, Maradi, Tawa et Zender. Le montant indicatif est de 524 765 600, soit 800 000 euros. Les montants des subventions varient entre 3 279 785 000 francs CFA, soit 5 000 euros, et 6 559 570 francs CFA, soit 10 000 euros. Ce montant constitue la contribution du PASOK 2 au financement de la micro-subvention. Cérémonie d'inauguration lundi dernier du centre d'apprentissage du métier de couture du village de Sewan, commune rurale de Tondikiwindi, avec l'appui du projet PANA Résilience. C'est le préfet du département de Walam qui a présidé la cérémonie. Le commentaire de Zakari Maman. Cet appui du projet PANA Résilience à l'endroit des jeunes filles du village de Sewan pour l'apprentissage de couture est constitué de 8 machines à coudre, 12 chaises, des tables et des consommables, entendez par là fil, aiguilles, dentelles, ciseaux, huile de graissage, entre autres. Le projet PANA est là pour appuyer toutes les bonnes pratiques d'AGR qui peuvent contribuer à améliorer le revenu de ces ménages et aussi les aider à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Donc, comme vous le savez, les machines que nous avons apportées, en fait, c'est une initiative des premiers centres que nous avons encadrés, qui ont eu la chance d'avoir des moyens conséquents et ils ont pensé à octroyer une partie de ces machines-là à ces jeunes filles, à leurs sœurs de Sewan, pour qu'elles aussi ils arrivent à apprendre à être autonomes vis-à-vis de certaines dépenses familiales. Ce centre d'apprentissage de couture opérationnel désormais permettra à long et à moyen terme, à souligner le préfet du département de Walam, l'insertion socio-économique des jeunes apprenantes, l'amélioration des conditions de vie de leur famille, la participation au développement local du village et de la commune, la lutte contre l'oisivité et le désœuvrement de ces jeunes, ainsi que l'autonomisation de la femme en général. Adamouna Mata également de louer les multiples réalisations du projet PANA Résilience dans le département de Walam, lesquelles réalisations ayant permis, a-t-il précisé, d'améliorer la résilience des communautés et cadrent parfaitement
avec les politiques sectorielles du gouvernement qui sont particulièrement l'initiative 3N et la politique nationale genre. Tout en prodiguant des sages conseils aux bénéficiaires du centre, le préfet du département de Oualam, d'adresser au nom de la population du département et à celui des plus hautes autorités du pays ses remerciements au projet Pana Résilience. Le chef du village de Sewan et le maire de la commune rurale de Tondikundi ont eux aussi salué cet appui combien important du Pana Résilience au profit des jeunes filles du village. Le maire Almoisson a rassuré les responsables du Pana Résilience que toutes les dispositions seront prises afin que ce centre profite à ses bénéficiaires. Occasion saisie par la représentante de cette dernière de saluer et d'exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude au projet Pana Résilience pour cette action contribuable à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis le cadre de concertation des intervenants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a organisé ce matin à Niamey une séance de projection de films suivis de débats sur les violences basées sur le genre avec les adolescentes. Objectif, sensibiliser les jeunes filles sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Compte rendu, Sekinat Abdou et Isaac Issa. Organisé par le cadre de concertation des intervenants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, cette séance de projection des films suivis de débats sur les violences basées sur le genre avec les adolescentes s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette séance de projection a pour but de sensibiliser le groupe cible qui est les jeunes filles à mieux identifier les problèmes auxquels font face les femmes et les jeunes filles. Cette année, on a ciblé les jeunes filles des centres de jeunes, puisqu'on se dit qu'au niveau des centres de jeunes, on va trouver des filles non scolarisées ou déscolarisées, ou des filles qui n'ont jamais été à l'école. Donc c'est pour ce fait que nous les avons rencontrés pour les sensibiliser sur les méfaits de ces violences, pour qu'elles puissent prendre garde et se protéger pour l'avenir. Si les jeunes filles, à l'issue de cette séance, sortent, elles vont raconter ça à leurs camarades filles. Vous voyez, l'effet de propagation va continuer et nous pensons que ça va avoir un effet au niveau de la communauté. Une leçon d'ailleurs bien comprise par une des participantes. J'ai retenu de cette projection de ne pas faire mariage forcé à les petites filles qui vont à l'école, de ne pas frapper les femmes mariées, parce que ce n'est pas une bonne éducation. Et même si les deux maris sont se disputer, il ne faut pas se disputer devant les enfants. Cette séance de projection qui a sa dernière étape a permis aux participantes d'échanger sur les violences faites aux femmes et aux enfants, sur le mariage forcé, mais aussi sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et universitaire. Des thèmes qui ont suscité de la part des participantes une attention toute particulière. Activité de parti politique, une délégation du bureau exécutif national de l'organisation des jeunes Tareya, OJT, conduite par son président, le député Ibrahim Chibou, s'est trouvée hier à Agadez dans le cadre de la mobilisation de la jeunesse en faveur du programme de renaissance du président de la République et la redynamisation des structures de base du PNDS Tareya au niveau de la région d'Agadez. D'autres précisions avec Hachim Mohamed et Nassir Nakakal. Après Maradi, Zender Difa, c'est au tour de la région d'Agadez d'accueillir la délégation du bureau exécutif de l'organisation des jeunes Tareya. Au programme de son séjour, une visite de courtoisie au sultan d'El Aïr, suivie d'une importante rencontre de prise de contact avec les jeunes militants et militants du PNDS Tareya, en présence des dirigeants de la fédération régionale du PNDS Tareya, dont on remarquait notamment le président Chérif Ould Abedine ou d'autres personnalités du parti. Après s'être réjoui de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé avec sa délégation forte d'une dizaine de membres, le président du bureau exécutif national de l'organisation de la jeunesse Tareya, Ibrahim Jibbo, chef de mission, député national, a développé plusieurs sujets se rapportant à la vie du parti politique PNDS Tareya Agadez, avant de lancer un appel à toute la jeunesse nigérienne en général et aux militants du PNDS Tareya en particulier, de se mobiliser pour la réussite du programme de renaissance du président de la République, Mohamed Issoufou, pour répondre aux attentes légitimes des populations face aux grands défis de développement. En tant que jeunes, nous ne pouvons qu'accompagner cet espoir-là. En rappel
Nous savons tous que, en tant que jeunes, nous sommes aujourd'hui le pays, et demain aussi ce sera nous. Et à travers le programme de renaissance du président de la République, il y a des priorités. Et la première des priorités, nous, en tant que jeunes, nous pouvons dire que c'est la jeunesse. Puisque quand vous prenez ce programme-là, vous avez déjà l'éducation en première ligne, vous avez aussi la santé de la mère et de l'enfant avant d'autres secteurs. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons qu'en tant que jeunes accompagner le président de la République pour l'exécution effective de ce programme au bonheur d'abord de la jeunesse, mais également de l'ensemble du peuple nigérien. La communauté nigérienne résidant au Cameroun s'est réunie en vue d'apprécier les actions du gouvernement de la 7e République. Après 2 ans et demi d'exercice à l'issue de cette réunion, elle apporte son soutien au président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Bon, ce soutien, nous sommes fiers de le présenter parce que partout dans le monde, vous entendez comment Issoufou est en train d'amener sa contribution, pas même dans le Niger seulement. Quand même, tous les médias parlent de notre président, son Excellence Mahamadou Issoufou. Vous voyez comment il a fait tout et tous les otages français pour les faire récupérer. Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2011, son Excellence Mahamadou Issoufou s'est engagé dans un vaste chantier de démocratie et de développement socio-économique de son pays. Ceci à travers des infrastructures routières sur toute l'étendue du territoire nigérien, la construction par an de 3000 salles de classe équipées, le développement de l'agriculture et de l'élevage, la valorisation des ressources minières et l'augmentation du salaire des fonctionnaires. Autant d'actions qui réconfortent la communauté nigérienne résidant au Cameroun, dont les attentes sont nombreuses. Nous attendons quand même qu'il améliore les Nigériens en extérieur. Comme il a dit, la diaspora s'occupe de la 9e région dans le Niger. Tu vois, le Niger a 8 régions. Et il a dit la diaspora est égale à une région. Donc le Niger s'élève à 9 régions. Donc tout ce qu'il fait aux Nigériens à l'intérieur, nous aussi ici, à l'extérieur, nous attendons. Et qu'il renforce les relations entre les deux pays, le Niger et le Cameroun. Le Cameroun et le Niger, pays amis et frères, longues de plusieurs décennies, entretiennent des relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Le plus récent accord de coopération porte sur l'évacuation du pétrole brut du Niger à travers le pipeline Tchad-Cameroun. Et le peuple de ces deux pays cohabite en parfaite harmonie dans la paix et la fraternité, grâce à la diplomatie gagnant-gagnante du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et de son homologue du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou. Du sport à présent, sous l'égide de la FIFA et la CAF, la FENIFOOT organise un stage d'arbitre d'élite. À cet effet, ils sont une vingtaine à y prendre part sous la conduite d'éminents experts en la matière, Youssouf Kodo et Moussa Nouma, pour le résumé. Un sport n'existe pas tant qu'il n'est pas conforme à des règles précises, surtout en football, discipline en pleine évolution par excellence, où l'arbitre demeure la clé de voûte. Ainsi, chaque match se dispute sous le contrôle d'un arbitre, disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois de jeu dans le cadre du match qu'il est appelé à diriger. Outre les prédispositions intellectuelles, celui qu'on appelle l'homme en noir doit aussi et nécessairement avoir une forte capacité physique lui permettant d'agir conséquemment. Comme quoi, il ne s'agit pas de siffler et d'indiquer l'endroit où la faute est commise. Être arbitre requiert tout un bagage. C'est dans cette démarche que la FENIFOOT, à la recherche de la qualité, a jugé utile de ramener ses arbitres à l'école du savoir, et ce, depuis le lundi dernier. C'est ce qu'on appelle le module interactif. Et finalement, ça allie théorie et pratique. Donc, on commence le matin, comme nous sommes dans un pays tropical où il fait chaud l'après-midi. Et ensuite, pour le cas spécifique d'aujourd'hui, il y a un match de foot et un match de championnat. On voudrait bien que les gens y assistent.
Donc nous avons mis la pratique avant la théorie. Mais dans tous les cas de figure, c'est des modules qui sont préparés à l'avance. On fait la pratique et on vient faire la théorie après. Ou on fait la théorie et on fait la pratique ensuite. On ne leur apprend pas les lois du jeu. C'est tout simplement de leur donner les ficelles, comment un arbitre doit pouvoir se défendre dans des situations difficiles dans un match de foot. Donc il y a quand même quelques thèmes sur lesquels nous travaillons, notamment la loi 12, la loi 11, le placement, le déplacement, la collaboration entre l'arbitre et ses assistants. Donc ce sont les modules sur lesquels nous travaillons beaucoup. Et surtout encore, la nouvelle pédagogie, c'est de faire en sorte qu'on puisse savoir quand on siffle une faute, quelles sont les motivations qui amènent l'arbitre à siffler la faute. Parce que deux fautes peuvent être des fautes similaires, mais en fait ne se font pas dans le même contexte. Donc l'arbitre ne peut pas prendre les mêmes décisions au motif que les fautes sont similaires. Donc c'est de ça que nous parlons beaucoup. Ouais, le bon arbitre, c'est l'arbitre le plus chanceux. C'est-à-dire qu'il se tire à bon compte sans beaucoup de problèmes. C'est ça le bon arbitre. Ayant déjà une certaine expérience en la matière, les stagiaires se disent pleinement investis car de telles formations renforcent leurs capacités. C'est une formation de haut niveau à l'intention des arbitres d'élite. Donc nous étions là depuis le lundi pour s'enquérir des dernières modifications sur les lois de jeu au niveau de la CAF et de la FIFA. C'est même un sentiment de satisfaction parce que vu cette formation, ça veut dire que le championnat national qui vient de se démarrer sera bien arbitré. Donc au niveau des arbitres, je vous avoue qu'il n'y aura pas de problème. Ça se passe très bien jusque-là. Après un peu de fatigue, hier après le test physique le matin. Et qu'est-ce que vous avez appris lors de cette formation? Beaucoup de choses vraiment, j'ai eu beaucoup d'améliorations. Là, ce matin, on avait fait des exercices intégrés pour les arbitres assistants. On avait appris beaucoup de choses. Une belle opportunité pour ces arbitres qui vont entamer la nouvelle saison avec beaucoup plus de lucidité d'esprit, car ayant acquis un peu plus. Dans le cadre de la promotion de la culture de la paix et la fraternité, le préfet du département d'Abala a procédé au lancement de la première édition du tournoi de lutte de la Coupe du Préfet. Cette compétition a enregistré la présence du ministre de l'Élevage, celui de la salubrité urbaine et du développement durable et plusieurs invités de marque Pascal Gauthier et Akoté Waglassan. C'est cette ambiance qui a prévalu hier dans la commune rurale de Sanam et ce, dans le cadre de la première édition de la Coupe du Préfet, Oumar Mega Djambala est parrainé par l'honorable député Assoumana Malam Issa. Bien entendu, cette compétition vise à prôner l'esprit de fraternité, de cohésion et de paix entre les différents jeunes des villages environnants du département d'Abala. À cet effet, ils sont au total 80 lutteurs à prendre part à cette compétition qui a débuté le 8 décembre dernier. Cette manifestation a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités qui ont tenu à donner un éclat particulier à cette discipline qui demeure et reste l'un des vecteurs de cohésion et de raffermissement des liens entre les différentes régions. La victoire reviendra à l'équipe gagnante qui est le département d'Abala. Cette acception est d'autant plus vraie qu'elle est devenue aujourd'hui un leitmotiv des plus hautes autorités de la 7e République, au rang desquelles son Excellence M. Issifou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, qui attache un prix à l'unité nationale. Pour sa part, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a salué l'accueil qui lui a été réservé. Il a également saisi cette occasion pour remercier le parrain de cette manifestation. Des sages conseils ont été prodigués par Adamou Chefou aux jeunes lutteurs et à l'ensemble des acteurs afin que cette discipline soit davantage au cœur du département d'Abala. Après plusieurs confrontations, 67 lutteurs se sont vus éliminés pour laisser 4 au stade de demi-finale, dont la première ayant aux prises Noma Moko, ceinture rouge, à Eya Goubé, ceinture bleue. Après une première tentative de Eya Goubé, Noma Moko procède à un ramassement de jambes sans succès. Il a suffi d'une simple esquisse pour faire fléchir Yaya Goubé. La deuxième demi-finale mettait en confrontation Boubé Agaza, ceinture rouge, à Abdul Salam Boubacar, ceinture bleue. Première tentative de Boubé Agaza sans succès. Quelques secondes plus tard, Abdul Salam Boubacar procède à un ramassement de jambes qui va en sa défaveur. La finale de la consolation a enregistré la victoire de Yaya Goubé en rouge face à Abdul Salam Boubacar, ceinture bleue. Ainsi,
La finale de cette première édition de la Coupe du préfet d'Abala s'est terminée de façon consensuelle entre les adversaires qui, en réalité, sont l'oncle et le neveu. Des témoins de satisfaction ont été décernés aux encadreurs qui ont œuvré pour le développement de cette discipline dans le département d'Abala. Rendez-vous est pris ainsi pour l'année prochaine dans le souci de découvrir des jeunes talents qui défendront sans nul doute les couleurs de la région de Tillabéri. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télésal. Au revoir.